Alors, allez, plus fort que ça. On n'est pas là pour rien. On est là contre le respect. L'agence France Presse, l'agence France Propagande. Nous étions jolis. Hein? On pensait de Pierre Bernard contre le respect. Le respect est une honte. La justice, c'est une honte. L'FP, on est là devant vous pour dénoncer ce que vous faites, ce que vous avez fait pendant l'épisode Covid. Non mais c'est incroyable. Incroyable. La honte. Vous êtes, c'est qui vous gouverne? Vous êtes à la solde de qui? Un gouvernement de mafieux. Un journaliste, vous savez pas ce que c'est. Vous avez des salaires mirobolants pour désinformer le peuple. C'est une honte. On ne vous lâchera pas. La justice vous protège. Le gouvernement vous protège. Et ça se voit à quel point c'est horrible. Honte de salopards. Je l'ai dit. Vous soumettez le peuple à des conneries. Est-ce que vous parlez de la Palestine? Est-ce que vous parlez des 40 bébés soi-disant assassinés alors que ce n'est pas vrai? Vous protégez qui? Vive la Palestine, liberté pour la Palestine. Vous participez, vous aidez, un génocide. C'est dégueulasse. Et l'épisode Covid, pour tout le monde s'injecte, injecté pour protéger. Ouais. Et pendant ce temps-là, dans les EHPAD, on flinguait nous aider. Un coup de Rivotril. Vous êtes des criminels. Vous protégez un gouvernement. La macaroni. C'est incroyable. Vous avez endormi le peuple, mais maintenant le peuple est traumatisé. Vous allez le payer. Ni pardon, ni oubli. Et croyez-le ou pas, mais nous sommes nombreux à avoir compris ce que vous faites. Cette république, merde. Des millions. On se rend compte de plus en plus que grâce à vous, la France est flinguée au niveau économique. Ouais, enregistre, regarde-moi. Ouais, je dis. Vous faites un beau métier normalement. Mais là, vous êtes des, je sais pas comment le dire là, vous servez un gouvernement qui nous flingue. Macaron, vous savez qui c'est? Et Brigitte. Enfin Brigitte, oui, le mec là, ouais, Brigitte quoi. Mais ça se voit de plus en plus. Alors vous servez tout ça au lieu de servir le peuple. Mais c'est une honte. Remettez-vous en question. Bande de corrompus. Faire un beau métier et en faire ce que vous en faites. Mais c'est incroyable. Pierre Bernard, il a eu raison de vous mettre en procès. Vous avez un procès dans le cul, même s'il est annulé. Mais il va y avoir appel, on vous lâchera pas et on sera de plus en plus nombreux. Arrêtez. Arrêtez avec vos manques d'informations, vos fausses informations, vos manipulations. Elle a été convoquée, a fait l'objet d'une plainte de Bernard Barnerias, qui a d'abord été mis sur le tapis avec la France. Donc le mois de c'était quel jour exactement? C'était au mois d'août ou c'est non, jeudi, ils ont dit on a perdu. Ah, c'est pas dur. Ah, Barnerias a déposé une plainte pour diffamation, pour mensonge le concernant grave, et a
donc eu sa première audience à Porte de Clichy, il y a donc, c'était il y a un mois et demi, voilà, avec report. Voilà, ils ont commencé à se défiler. Et ce report donc avant-hier, c'était a fait l'objet d'un scandale incroyable, un scandale de 30 secondes, puisque le tribunal de première instance, on sait ce qui se passe en première instance, eh bien, en 30 secondes, a dit, eh bien, la plainte de M. Barnerias est annulée parce qu'elle ne respecte pas la forme, parce qu'on a oublié de mentionner que c'était donc l'alinéa numéro 1 de l'article 8.2. Voilà. Donc c'est une escroquerie, c'est une foutaise totale qui fait honte au tribunal d'instance, qui fait honte et qui va faire l'objet d'un appel, évidemment, parce que ils ont vu le dossier de Barnerias, dont je vous rappelle que c'est le réalisateur et le promoteur du film Les Survivantes, qui dénonce le scandale incroyable de la pédocriminalité qui sévit depuis près de plus de 20 ans. Hein. C'est très ancien. La pédocriminalité, malheureusement, eh bien, mine totalement la politique française, puisque c'est l'outil numéro 1 de chantage du personnel politique, du personnel gouvernemental et du personnel médiatique et du personnel aussi de toutes les grandes instances de pouvoir. Ils sont tous tenus à fond par le chantage à la pédocriminalité. Voilà, c'est l'outil numéro 1, très bien développé dans la plupart des pays occidentaux, qui a miné aussi, mine encore, le gouvernement américain, et ça date de très très longtemps. Voilà, la pédocriminalité est institutionnalisée, est industrialisée, est très très super organisée, et c'est elle qui tient en fait l'ensemble, la très grande majorité des pays à la fois européens et les États-Unis et le Canada, etc. C'est bien huilé, mais depuis l'affaire Epstein, j'ai même pas envie de dire Epstein, eh bien tout ça a été dévoilé. Le scandale monumental, très bien communiqué par Jean-Dominique Michel, notamment, hein, communiqué, puisque c'est un travail qui fait l'objet d'études depuis 20 ans. Hein, ça fait plus de 20 ans. En tout cas, ça a été très bien exprimé, formalisé. Et ne vous en faites pas, si l'AFP raconte autant de bobards et se permet d'insulter et de mentir sur Pierre Barnerias et qui a fait Les Survivantes, Hold Up, les 3 films Hold Up, eh bien, vous en faites pas, c'est parce qu'il y a un bras très long, hein, qui le met où il faut, hein, pour faire chanter tout le personnel qui a le pouvoir sur l'ensemble des médias et sur l'ensemble aussi de toutes les grandes instances du pays. Au Sénat, vous vous souvenez, hein, du fameux sénateur qui a drogué sa copine députée il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas les noms, je n'ai même pas envie d'entendre me souvenir. Il va être viré. Et voilà ce qui se passe. Vous vous souvenez de Griveaux qui se masturbait avec devant une vidéo il y a encore 3-4 ans, hein, et il y a une corruption au sommet de l'État autour d'affaires sexuelles et de la pédocriminalité dont parle très très bien Nadia, qui est la grande championne, qui le raconte le 2e samedi du mois à l'Opéra. Vraiment formidable. Eh bien en fait, ça a été ça. Ah, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on introduit la sexualisation de nos enfants dès l'âge de 3 ans à l'école. Hein, apprendre le calcul, la lecture, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut leur apprendre à se masturber, hein, dès l'âge de 3-4 ans.
Voilà, il faut leur apprendre la fellation, il faut leur apprendre la cellule à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça, c'est important. Vous comprenez? Ça, l'enseignement général, ce sera pour plus tard. Non, il faut absolument corrompre à la fois l'ensemble du personnel médiatique, gouvernemental, etc. et créer une crise morale majeure. Les États-Unis sont en faillite. La seule façon pour eux d'essayer d'empêcher cette faillite, c'est d'acheter à bon prix la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Europe, puisqu'eux ne foutent plus rien. Ils ne foutent qu'une seule chose, c'est faire tourner la planche à billets. Voilà, on fabrique des faux dollars, 1000 milliards tous les trimestres, 4000 milliards par an. Hein, donc ça fait, je vous rappelle que le PIB de la France, c'est 2005. Donc, la dette française, aujourd'hui, est 3 000 milliards. Et nos amis américains, si on peut appeler nos ennemis, qui ne pensent qu'à nous sucer le sang, qui sont des vrais vampires, eh bien, eux produisent 1000 milliards de fausses monnaies tous les 3 mois. 3 mois, 4000 milliards par an. Et ça augmente. C'est exponentiel, puisqu'on est obligé d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, en fait, on est obligé d'augmenter la production de faux dollars, de fausses monnaies. Et donc, la seule façon pour essayer de s'en sortir, c'est ce qui se passe. Il n'y a aucune rentabilité de l'industrie américaine. Aucune. La seule rentabilité, c'est les placements en Europe, dans le monde entier. En Europe, c'est ça qui rapporte. Eux-mêmes n'ont plus aucune rentabilité parce que leurs infrastructures ont pris 30 ans de retard. Donc, ils sont foutus. Donc, la seule façon de s'en sortir, eh bien, c'est de mettre la main. Salut, tu vas bien? Ça va? Ouais, ouais. Ah, la seule façon de s'en sortir, d'essayer de s'en sortir, eh bien, c'est de mettre le grappin sur tout acheter à bas prix, tous les actifs européens. Et en premier, parce que les Allemands sont assez résistants. Unicredit a voulu racheter les Commerzbank. Scholz a dit, pas question, ça c'était il y a 3 semaines. Scholz a dit, vous ne touchez pas à Commerzbank. Unicredit, société, banque, première banque à peu près italienne, donc a voulu mettre la main sur les Commerzbank. Scholz a dit non, on n'achète pas les entreprises allemandes comme ça. Par contre, en France, on achète tout, on se vend à bas prix. Il suffit de filer 15 millions au président d'Alstom pour que, allez hop, hein, ça se soit vendu à la fin de l'année. Il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça qu'on a dilapidé, hein, et qu'on a vendu à bas prix l'ensemble de l'industrie française. Elle est passée sous contrôle américain. Voilà, qu'on dise bien, Alstom vendu à General Electric pour 3 francs 6 sous, alors que l'État avait investi des milliards, des dizaines, des centaines de milliards pour soutenir ces industries. Et bien hop, tout ça a été vendu parce que M. Cohn a dit, ah ben oui, moi 15 millions, ça me va, je vous signe tout de suite. Voilà, il a eu son petit pourboire et il a vendu. Et la même chose pour l'ensemble des fleurons industriels français. Grâce à l'AFP, grâce à l'ensemble des médias, grâce à Arnaud, grâce à Drahi, grâce à Bouygues, ils se taisent et au contraire, ils poussent aux ordres, ils poussent à ce que BlackRock ait de plus en plus de pouvoir. BlackRock, c'est l'ensemble, c'est les caisses de retraite, c'est l'ensemble des retraités américains. Voilà. BlackRock a fait aujourd'hui à 10 000 milliards d'actifs, et c'est la plus grosse, de très très grand, 10 000 milliards d'actifs. Vous vous rendez compte, c'est gigantesque, ça n'a jamais existé dans l'histoire.
Et donc c'est elle qui fait tout. C'est elle qui fait la guerre en Ukraine, c'est elle qui fait les massacres à Gaza. Donc c'est BlackRock. BlackRock est une société de voyous. Hein, ils ont le nombre de participations, je crois, de BlackRock est de 2000. Plus que ça, peut-être. Beaucoup plus encore, au minimum. Ils sont partout dans le monde. Et ils prennent des minorités de blocage qui leur permettent, en fait, de décider de tout. Et de faire en sorte que vous ayez une inflation quand vous allez au marché et que vous achetez votre paquet de beurre, eh bien, ils prennent 20%, les 20%, ils vont chez BlackRock. Les 20% d'augmentation, d'inflation vont tous aux retraités américains. Voilà, c'est d'une puissance absolument gigantesque. Aujourd'hui, si vous vous intéressez un peu au sujet, vous aurez des nouvelles de BlackRock pratiquement tous les jours. Hein. Donc, ils ont en fait tous les pouvoirs aujourd'hui. Pardon. Qu'est-ce que... je ne sais pas quoi. Alors, attendez. Non. Donc, c'est une guerre économique, une guerre financière, à 100%. Les massacres de Gaza, hein, c'est une décision, c'est BlackRock, on va chercher ailleurs, c'est le Deep State. C'est l'ensemble des retraités américains qui veulent maintenir leur niveau de vie, leurs 400 mètres carrés d'habitation, leurs 1000 mètres carrés, etc., de jardin, etc., rouler en SUV à 40 litres au 100, voilà, veulent rester, conserver leur niveau de vie alors qu'ils n'ont plus de sous. Il n'y a plus de sous aujourd'hui aux États-Unis. C'est fini. Parce que les sous, c'est avant tout de l'industrie. On commence Amazon, Google, Microsoft, c'est pas mal. Mais c'est par rapport à l'industrie, à la production industrielle, ça reste pas grand-chose. Voilà. Donc, les États-Unis ne veulent pas de la Sécu, ne veulent pas des caisses de retraite par répartition. Ils ont 50 ans de retard, si l'on sent. Et donc, ils ne peuvent pas, aujourd'hui, s'en sortir autrement que par la guerre en Ukraine, les massacres de Gaza. Voilà. J'ai le plaisir de vous lire je vous parlais d'une petite charte que vous devez connaître. Elle s'appelle la charte de Munich. Voilà, normalement, tous les journalistes sont censés la signer ou y adhérer. Donc, on a dans l'article 1er, chaque journaliste doit respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. On est loin. 2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. 3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue. Les accompagner si c'est nécessaire. Des réserves qui s'imposent. C'est marrant ça, c'est intéressant. On a dû le dire avant. Hein. Ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et documents. Ben dis donc. 4. Non, tout à l'heure, les prospectus. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies ou des documents. Ça me rappelle la fois où ils avaient mis des images des Indiens qui étaient censés mourir du Covid et qui dataient des années 80. Ils diffusaient ça dans les journaux. Ne pas user de méthodes déloyales, j'ai déjà dit, je rabâche. S'obliger à respecter la vie privée des personnes. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Donc au boulot les mecs. Hein. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Oh, vous entendez là-haut là? Bon, on continue. Hein, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Je vous jure, c'est dans la charte de Munich, mec. Donc je répète, hein, parce qu'elle est bien celle-là. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste.
N'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs et du gouvernement. 10. Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Donc pas d'Olivier Véran, hein, par exemple. Alors il y a les droits, après je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant, mais on peut les lire aussi. Alors les droits de la charte, donc du journaliste. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur les faits qui conditionnent la vie publique. Donc en gros, ils sont censés faire des enquêtes avant de parler, quoi. Logiquement, hein, genre. Oui, logiquement, mais bon, bah, ils ne le font pas. Hein. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en aucun cas être opposé au journalisme que par exception en vertu de motifs clairement exprimés. De motifs clairement exprimés. 2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale. C'est un peu... Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience. Voilà donc, chers amis de l'AFP, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez commencer à bosser un petit peu là-dessus, parce que là on s'inquiète. Voilà, merci. Bonjour l'AFP. Donc nous sommes de retour devant vos bâtiments, c'est pas la première fois. Si on est là, c'est que on constate qu'il y a des problèmes. Et les problèmes, c'est pas forcément que vous mentez tout le temps. Mais le problème, c'est que en fait, il va y avoir une ligne dans les informations que vous donnez qui vont ensuite être véhiculées partout en France et partout dans le monde. Il faut savoir que l'agence France Presse fait partie de ces grandes agences de presse mondiales. Elle fait partie des 3 plus grandes agences de presse mondiales qui sont là en fait pour rapporter justement des faits et ensuite en fait les différents journaux, qu'ils soient papier, qu'ils soient télévisés, radio, vont s'inspirer en fait des dépêches que ces agences vont formuler. Et nécessairement, dès lors qu'on formule ces dépêches, on va pouvoir en fait d'une certaine façon influencer l'ensemble de la sphère médiatique. La sphère médiatique, c'est l'interface entre les puissants et le peuple. On la retrouve évidemment dans tous les médias qui sont de type privé. Donc ces médias qui ont été rachetés en France par des milliardaires, mais pas seulement en France, aux États-Unis aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il me semble que dernièrement, évidemment juste avant les élections américaines, en Amérique, M. Soros a racheté un certain nombre de radios. Donc si les riches rachètent des médias, c'est pas pour se faire de l'argent avec. Ils se font déjà beaucoup d'argent autrement, et en général ils perdent de l'argent avec les médias. S'ils achètent ces médias, c'est pour véhiculer en fait une idéologie. Et cette idéologie, elle va passer justement par ces dépêches qui sont récupérées et qui vont, comme par hasard, toujours dans le même sens. Dans le même sens, le sens des puissants. Donc on ne dit pas que vous ne faites pas votre travail, parce qu'en fait, vous publiez énormément d'informations. Vous avez des journalistes, des reporters qui sont à l'étranger, qui sont partout dans le monde, qui font un très beau travail. Néanmoins, en fait, on va avoir un certain nombre d'informations, un certain nombre d'informations qui sont véhiculées, qui vont dans une certaine idéologie, qui seront reprises justement par ces grands groupes. Évidemment, on s'intéresse aux médias privés, mais il y a les médias publics aussi. Et les médias publics, qu'est-ce que c'est? C'est des médias qui appartiennent normalement à la population d'un pays, sauf que dans les faits, c'est pas le cas. On se rend compte que les médias publics sont guidés par la même idéologie. Et en fait, il y a certains sujets qu'on ne va jamais retrouver dans ces médias, qu'ils soient privés ou publics. Tout simplement parce qu'ils ne servent pas les intérêts des puissants. Tout à l'heure, on parlait des différents pouvoirs qui existent. On parlait évidemment de la justice, avec ce procès qui a été d'un revers de main balayé. Et malheureusement, c'est pas du tout le seul problème qu'on a dans la justice. Et c'est un pouvoir vraiment important, la justice. On a le pouvoir évidemment exécutif, qu'on voit tous, avec aujourd'hui un président roi qui se croit tout permis. On a le pouvoir législatif, avec ce qu'on peut appeler une sorte d'opposition contrôlée, en fait, qui va, exactement comme les médias finalement, ils vont donner l'impression en fait qu'il y a
véritable pluralité d'opinions qui existe. Mais par contre, certains sujets, on n'en parle jamais. Les sujets, on va un peu les développer tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est des sujets qui sont quand même importants. Donc, l'agence France Presse, ce sont des journalistes. Ils font un certain travail. Et ce travail, ensuite, va être récupéré par ces médias. Et évidemment, en fait, c'est mâcher le travail pour ces grands médias. Coluche, de son temps, avait fait remarquer, en ouvrant 2 journaux, que, mis à part justement la mise en page de la couverture, on retrouvait exactement les mêmes informations. Donc là, c'était vraiment le paroxysme de l'information mâchée. C'était 2 journaux qui faisaient partie du même groupe. Mais en fait, l'AFP, c'est un peu ça. Et j'avais vu un panneau qui dit stop au copier-coller de l'AFP. On remarque que beaucoup de journaux, en fait, vont simplement recopier, sans même parfois changer un seul mot, ce que produit l'AFP. À l'heure de l'intelligence artificielle, ça aussi c'est un véritable problème parce que toutes les informations sont digérées par ces machines et redirigées en fait pour avoir une information bien pensante qui est là en fait pour délivrer encore une fois une certaine idéologie. C'est pas l'AFP mais c'est le journal Le Monde a justement conclu un contrat, il me semble, avec OpenAI pour justement travailler ensemble et les aider à enrichir leur base de données et en même temps eux pouvoir se servir de cette intelligence artificielle. Et il faut vraiment se méfier en fait de ceci quel que soit de toute façon le média, même les petits médias indépendants quels qu'ils soient, l'idée en fait c'est de toujours consulter plusieurs sources de médias différents et des médias alternatifs. Si on se tourne uniquement sur les médias dominants qui existent, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des sujets qui ne sont jamais abordés. Alors quels sujets par exemple? Des sujets qui nous sont chers, le sujet de la souveraineté. La souveraineté en fait c'est un sujet extrêmement important et c'est un peu comme des poupées russes. On va voir plusieurs niveaux de souveraineté. Mais le niveau de souveraineté finalement le plus grand, la plus grande des poupées russes entre guillemets, c'est la souveraineté de l'État. La souveraineté de l'État en fait c'est que l'État puisse choisir par lui-même ses propres décisions et puisse en fait avancer selon ses propres intérêts. On voit aujourd'hui, de par notamment notre appartenance, la France, à l'Union européenne, que en fait la France, sur les sujets les plus importants, mais pas que la France, finalement la plupart des pays de l'Union européenne, ne prend pas les décisions qu'elle le souhaite. Et notamment par exemple sur l'économie, on parle de ce fameux déficit 3% qu'on ne doit pas dépasser. C'est un exemple parmi d'autres, l'agriculture, la médecine, ainsi de suite. Donc on voit en fait depuis notre appartenance à l'Union européenne et l'euro qui va avec, que notre niveau de vie s'effondre, mais on n'a pas forcément envie de faire le lien. Un autre sujet qui est tue, évidemment, c'est, toujours en termes de souveraineté nationale, c'est les intérêts de pays étrangers, que sont notamment les États-Unis sur la France. Et ça, évidemment, c'est un sujet, il ne faut pas en parler, sinon on est un anti-américanisme primaire. Mais en termes de souveraineté, il y a un troisième adversaire, ce sont finalement les ultra-riches. Et les ultra-riches qui possèdent aujourd'hui des sommes colossales, qui finalement peuvent s'acheter des médias, qui peuvent s'acheter évidemment l'information qu'on va véhiculer au public, et donc en fait qui peuvent influencer l'opinion générale. Ces grands groupes, ils ont aussi un pouvoir sur l'État. Et on a vu en fait avec l'arrivée notamment de Macron, mais ça existait déjà bien avant, quasiment dans les premiers jours où Macron a été élu, il a reçu le patron de McKinsey, il me semble. On parlait de BlackRock tout à l'heure, qui est l'entreprise peut-être la plus influente du monde. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment gigantesque. BlackRock, Vanguard également, qui sont des fonds de pension américains, mais surtout qui sont des fonds de pension qui sont privés. Donc ce sujet de la souveraineté nationale, il est vraiment important et extrêmement peu médiatisé, alors que justement c'est vraiment le point numéro 1 que le public français devrait connaître, de façon justement à se dégager de tous ces intérêts étrangers, de tous ces intérêts privés, de tous ces intérêts qui ne sont pas ceux du peuple, qui nous gouvernent et qui nous font foncer droit dans le mur. La souveraineté, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des sortes de poupées russes. Et si nous arrivons un jour à retrouver la souveraineté de notre pays, la souveraineté nationale de la France, c'est-à-dire, c'est pas se replier sur soi-même, c'est simplement pouvoir prendre les bonnes décisions
et ne pas y aller en fait selon ce que d'autres vont nous dicter. Et notamment la Commission européenne, qui n'est élue par personne, je le rappelle, qui nous dit ce qu'on doit faire. La souveraineté donc nationale, c'est finalement aller dans les intérêts pour la France, de la France, pouvoir faire des contrats avec des pays étrangers, c'est pas se refermer sur soi-même, c'est justement s'ouvrir sur le monde et arrêter justement de rester dans cette sphère occidentale qui nous atrophie, qui atrophie notre pays. La deuxième souveraineté, ça va être donc la souveraineté qui va être de la démocratie. Démocratie, c'est un grand mot qu'on utilise énormément. Pour les personnes qui sont sorties dans la rue lorsque les gilets jaunes, enfin à l'époque des gilets jaunes, c'est un sujet qui a énormément émergé à ce moment-là. La démocratie, en fait, en France, nous n'avons jamais été en véritable démocratie. La démocratie, normalement, c'est le peuple qui dirige lui-même, le peuple qui choisit. Et aujourd'hui, en fait, on utilise le mot démocratie directe ou le mot démocratie représentative. En fait, une démocratie représentative en elle-même n'est pas une véritable démocratie dans le sens où ce sont ces représentants qui choisissent finalement à la place du peuple. Et de plus en plus, on remarque que en fait, les représentants ne prennent pas les décisions qui vont dans le sens du peuple. Donc, avec les gilets jaunes, mais aussi avant, l'idée c'était de dire bon, on souhaiterait avoir une véritable démocratie et pouvoir initier nous-mêmes les lois. Un référendum. Alors les plus jeunes ne savent pas ce qu'est un référendum parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'on n'en a pas eu. Ça fait pourtant partie des droits voilà, qu'on a dans la Ve République. Néanmoins, il y a un gros problème dans les référendums, dans cette constitution, qui sont qu'ils ne peuvent être initiés que par le président ou le Parlement. Et ces derniers temps, en fait, le référendum, normalement, c'est laisser le choix, la décision au peuple. En fait, on n'en a pas eu. Le dernier qu'on a eu, c'était celui justement par rapport à l'Union européenne. Et devinez quoi, pour ceux qui ont oublié, c'était en 2005. Les Français ont voté contre, et 2 ans plus tard, Sarkozy l'a fait passer par le Parlement. En fait, il a violé en fait, la volonté des Français. Et depuis cette époque, plus jamais on a laissé aux Français l'idée de pouvoir s'exprimer sur une question. Les gilets jaunes étaient très puissants et c'est ça qui a vraiment fait extrêmement peur au gouvernement. Et pas seulement au gouvernement, en fait à tous les pays du monde, parce que la France, malgré notre déclin, reste un phare dans le monde encore aujourd'hui. Mais en fait, ce qui a fait extrêmement peur, c'est que les gilets jaunes demandaient le référendum d'initiative citoyenne. Donc ce petit supplément d'initiative citoyenne est vraiment important, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, les référendums actuellement ne peuvent être déclenchés que par le président ou le Parlement. Et si, en fait, nous avons des référendums d'initiative citoyenne, le peuple peut commencer par lui-même à proposer des lois, à proposer des décrets. Et en fait, c'est extrêmement large, l'initiative citoyenne. Ça peut être proposer des lois, ça peut être modifier la Constitution, qui, je le rappelle, est comme le texte le plus haut, normalement celui qui a le plus de pouvoir en France, qui est au-dessus des lois et qui est bien au-dessus des décrets. Et donc, en fait, c'est aussi la possibilité de virer des élus, de virer des représentants, des gens qui, justement, le peuple considère qu'ils ne sont plus légitimes à être sur ce poste. Par référendum d'initiative citoyenne, les citoyens pourraient, par eux-mêmes, proposer au public de dire « Est-ce que vous souhaitez que nous nous débarrassions de telle ou telle personne ? Est-ce que vous souhaiteriez que nous défassions cette loi qui nous semble scélérate ? Est-ce que vous souhaitez, au contraire, que nous fassions cette loi-là? Est-ce que vous souhaitez que nous modifions cette partie de la Constitution qui nous bloque? Et ensuite, une fois que la question est lancée sous forme de pétition et qu'elle a reçu suffisamment de voix, le peuple s'exprime en disant « Oui, on est d'accord » ou « Non, nous ne sommes pas d'accord ». Ça, c'est la démocratie directe. C'est la véritable démocratie. On ne devrait pas utiliser le mot direct. On devrait utiliser le mot démocratie tout court. Et donc, forcément, utilisant le mot démocratie pour le fait d'avoir des gens qui décident à notre place, ça, en fait, c'est utiliser des mots qui n'ont pas de bon sens et nous empêcher de réfléchir. D'une certaine façon, c'est une sorte de novlangue, comme le décrivait George Orwell en 1984, en appauvrissant le vocabulaire et en mettant en fait des sens sur les mots qui ne sont pas les bons. On empêche au peuple, on ne lui donne plus les moyens de réfléchir par lui-même parce qu'on n'a pas le bagage nécessaire pour réfléchir. Donc ce deuxième niveau de la souveraineté, donc c'est la souveraineté du peuple
qui prendrait lui-même les décisions pour son pays, évidemment, qui serait souverain, donc souveraineté nationale. Donc voici les deux premières étapes, entre guillemets, des poupées russes dont je parlais tout à l'heure de la souveraineté. Et on a une troisième étape, et là ça va être la souveraineté personnelle. Alors il peut exister évidemment des étapes intermédiaires, peut-être avec souveraineté avec différentes échelles, on pourrait dire des départements, des villes, des communes, voire même des quartiers, on ne sait pas. Mais en fait on en termine à la souveraineté personnelle. Et là-dessus en fait il y a des personnes, je connais une personne notamment, qui est une personne souveraine, qui en fait respecte en fait les lois naturelles. Les lois naturelles, en fait, finalement, elles s'acquièrent simplement en observant, en comprenant le monde, en parcourant le monde, et en comprenant finalement qu'est-ce qui le régit. Évidemment, on a un certain nombre de règles. On a des règles bien connues qu'on va avoir, les règles de la physique, par exemple. Mais en fait, il existe plein d'autres règles, des règles psychologiques, des règles simplement de ce qu'on pourrait appeler le karma dans certaines philosophies, et ainsi de suite. Et donc ça c'est le niveau finalement peut-être la plus petite poupée russe qui peut exister, et c'est le niveau le plus haut entre guillemets qu'on pourrait avoir de la souveraineté. Néanmoins en attendant, là le niveau le plus bas, la poupée russe la plus grande, on ne l'a même pas en France, et donc on se bat nous en tant que Français pour la récupérer, simplement en fait faire en sorte que notre pays respecte les intérêts de sa population, et ensuite ben voilà, si on peut descendre dans les différentes strates, ce serait parfait. Qui concerne aussi les médias et qui concerne le fait qu'il n'y ait pas que des médias dominants. Il ne s'agit pas pour moi d'a priori sur l'agence France Presse ou quoi aux caisses, mais s'ils pouvaient relier ce genre d'informations, ça pourrait être intéressant. Dans ce pays, il y a des médias dominants, il y a aussi des médias non marchands. Il se trouve que je fais de la radio associative à fréquence Paris Pluriel. Dans ce pays, on peut dire on peut classer les médias en 3 catégories. Il y a des médias d'État, c'est Radio France, RFI, France 24. Il y a des médias à visée commerciale, donc qui sont des entreprises à but lucratif, style Énergie, RFM, toutes les radios, les télévisions que vous connaissez, qui passent de la publicité. Et à l'époque où Mitterrand est arrivé, et donc où a été cassé le monopole d'État sur les médias, en 1981-82, pour arriver à une législation en 86, puis à la création du CSA en 89, il y a eu à la fois un mouvement de la part de la gauche, donc de la social-démocratie, à la fois une libéralisation des ondes, c'est-à-dire l'autorisation aux requins commerciaux de vivre de la publicité et de mettre des programmes entre qui soient plus ou moins intéressants, mais avisés de rentrée de tiroir caisse et avisés de profit, et une institutionnalisation des radios libres qui sont appelées radios associatives. Les radios associatives dans ce pays, c'est 600 médias, 600 radios, qui ont pour statut association loi 1901, qui ont pour financement légalement moins de 20% obligatoire du chiffre d'affaires par la publicité. La moyenne nationale, c'est 3%. Et des radios comme Fréquence Paris Pluriel, c'est 0%. Autant dire que ce système qui a été créé dans les années 80 et que les radios associatives ont contribué dans les années 90 à défendre et à sanctuariser, parce que selon les règles du CSA, on a 25% des fréquences du pays, et on a réussi à se faire inscrire dans le préambule de la Constitution française sous le terme communication sociale de proximité. Donc à la fois il y a 600 radios qui peuvent être politisées, non politisées, confessionnelles, non confessionnelles, etc. L'exemple de Fréquence Paris Pluriel, c'est plutôt donner la parole aux gens de terrain qui soit font de la musique, soit sont dans des associations, soit luttent sur une question identitaire, sur une question communautaire. Donc on a un peu toutes les cultures, toutes les communautés, toutes les musiques, toutes les luttes. Y compris, on a été une des rares radios à donner la parole aux Gilets jaunes. Ça me donnera l'occasion de passer un reportage qu'on avait fait à l'époque. Bref, s'il y a des médias comme ça qui défendent la société civile, c'est parce qu'elle a été créée à l'époque de cette loi sur la communication, ce qu'on appelle à la fois du côté des médias bourgeois, donc pas des médias étatiques,
et des médias qui font de la publicité, une taxation de la publicité à 0,001% qui suffisait à alimenter ce qu'on appelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui lui donne des subventions aux 600 radios non commerciales, donc associatives, donc loi 1901 du pays. Il y a eu, en fait, on est en train de payer avec la crise économique, ou plutôt la crise de gestion du budget de la France, actuellement quelque chose qui est ni plus ni moins, comme beaucoup de choses que Macron fait péter, des trucs que Sarkozy a enclenché et mis la minuterie. Ce qu'il a fait Sarkozy il y a une quinzaine d'années, c'est que ce fléchage, taxation de la pub, redistribution aux associatifs, il l'a transformé en budget du ministère de la Culture. Résultat, à la moindre changement de politique, un peu comme aujourd'hui, ou à la moindre crise économique, on est soumis aux mêmes restrictions budgétaires. Donc, le projet actuel, qui est sur le feu depuis pas plus de 2 semaines, qui a été discuté apparemment par des organes de syndication de radio associative hier au ministère de la Culture et de la Communication, c'est ni plus ni moins le projet gouvernemental de diminuer la subvention dite de fonctionnement des radios associatives d'un tiers. Il faut savoir que les radios associatives, si elles vivent très peu de la publicité et beaucoup des subventions, c'est parce que c'est ce système redistributif qui dit, au moins sur les ondes FM, il y a 600 radios en France, que le simple principe d'être dans un pays où il y a marqué liberté, égalité, fraternité, on crée ce système redistributif. Donc moi, ce que je voudrais juste dire, c'est de vous rapprocher de vos radios, de suivre tout ce qui se passe pour la défense des radios associatives, parce que c'est leur existence qui est menacée, et c'est l'expression de la société civile et de mouvements citoyens comme ceux des Gilets jaunes qui est menacée. Si c'est soutenir par exemple une radio comme Fréquence Paris Pluriel, il suffit d'envoyer un chèque à programme associatif radiophonique d'intérêt social. Programme associatif radiophonique d'intérêt social, c'est le nom de l'association. C'est vous dire, ça porte bien son nom. Nous, on émet sur le 106.3 en FM. Et on a été de ceux qui se sont battus contre la création de la radio numérique terrestre. Et on continuera à le faire. Et pour la défense de la bande FM, parce que c'est sur la bande FM que peuvent s'exprimer les communautés, les cultures, les mouvements citoyens. L'adresse, si vous envoyez vos soutiens, parce que là l'heure était déjà grave pour un média comme nous, mais là c'est gravissime pour les 600 radios de ce pays. Chez nous, même si vous voulez bouger ou faire bouger, et j'espère que, je le dis comme je le pense, qu'il y a des gens de l'agence France Presse qui traînent, ou même des RG qui traînent pour faire remonter à Matignon, c'est pas compliqué la vie. Ça coûte rien à Matignon, ça lui fait même rapporter de l'argent, de réfléchir une taxation de la publicité directement vers le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui finance ces 600 radios. Pour FPP, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e, au métro Work. Voilà ce que je voulais dire. Et suivez ça, et je pense que c'est très important qu'on continue à se mobiliser. Quand on voit, il y avait l'exemple, je voulais rebondir, commencer par ça. On parlait d'Orwell. Orwell, c'est aussi celui qui a écrit le bouquin Hommage à la Catalogne. Hommage à la Catalogne, c'est immergé dans l'événement, tu le décris, tu le transmets tel qu'il est, tu te bases sur les faits. Un peu, certains à tendance marxiste diraient c'est du matérialisme historique, d'autres vont dire c'est la charte de Munich, d'autres vont dire c'est une simple déontologie, se baser sur les faits. Donc, en gros, voilà ce que je voulais dire.